amis fréquenceurs, aujourd'hui émission un petit peu particulière, ça va être totalement chamboulé comparé à la semaine prochaine parce que je ne suis pas tout seul. Certes, il y a Clément, bonjour Clément. Salut Jonathan. Mais il n'y a pas que Clément, aujourd'hui je n'ai pas un, pas deux, mais trois invités autour de la table. Oula. Et ce sont les organisateurs du festival de la Bourboule. Et avec moi, j'ai à ma droite Sébastien. Sébastien, tu es le président de l'association La Fée qui chapeaute le festival Plein la Bobine de la Bourboule. Bonjour Sébastien. Bonjour. J'ai aussi Anne. Anne, tu es coordinatrice en projet de groupe, c'est-à-dire tu es plus basée sur les publics et les scolaires. Bonjour Anne. Bonjour. Et je suis aussi en compagnie de Manon. Manon qui est responsable de programmation pour ce festival. Bonjour Manon. Bonjour. On voit qu'il passe bien, hein, déjà. Ça passe très bien. Ça commence très bien, ouais. Donc déjà, première question compliquée, comment ça va? Ça va plutôt bien. Ouais. Pas trop stressé, vous avez déjà fait de la radio? Non, c'est pas tant la radio qui nous stresse. En fait, le festival commence dans 2 semaines, donc là, on Oui, parce y arrive. qu'il faut quand même le dire, le festival Plein la Bobine, hein, c'est la 12e édition, commencera oui, déjà. le 14 juin pour se clore le 20 juin. Donc on va en parler plus précisément tout à l'heure, on va évoquer toutes les thématiques, toutes les questions qu'on a envie de savoir autour de ce festival. Mais avant ça, Clément, on va commencer par quelque chose qui nous tient à cœur, c'est les news. Pour commencer, on va prendre une news, c'est un reboot qui je crois va s'installer au cinéma. Et oui, un reboot de Stargate pour Roland Emmerich. C'est la grande nouvelle de la semaine dernière. 20 ans après un premier film en 1994, La Porte des Étoiles reviendra d'ici peu sur nos écrans sous forme d'un reboot et sous la houlette de Roland Emmerich. En été, le réalisateur d'Independence Day 2012 et le jour d'après qui avait conçu le film original travaillerait sur le projet depuis 2006 et aurait déjà un script pour non pas un, non pas deux, mais bien 3 films sur Stargate. Il faudra cependant s'armer de patience avant de voir ce projet abouti, puisqu'auparavant le cinéaste devra plancher sur les suites d'Independence Day. L'Empire contre-attaque, élu plus grand film de tous les temps. Et oui, c'est le magazine Empire qui nous a dévoilé ce résultat. Pour fêter le 301e numéro, les lecteurs étaient appelés à voter pour leur film préféré. Et sur 230 000 votes, c'est l'Empire contre-attaque d'Irving Kershner qui est arrivé en tête. La saga Star Wars est bien représentée dans le top 10 puisque La Guerre des Étoiles de George Lucas s'est classée 6ème. A noter que Christopher Nolan et Steven Spielberg ont placé 2 de leurs films dans ce top 10 avec respectivement The Dark Knight et Inception pour l'un et Les Dents de la Mer et Les Aventuriers de l'Arche perdue pour l'autre. Robert Pattinson en Indiana Jones. C'est du moins ce qu'annonce le tabloïd anglais The Sun. On sait que Disney prépare une nouvelle saga autour du célèbre archéologue et c'est le beau gosse de Twilight qui interpréterait un Indiana Jones rajeuni. Or, d'autres prétendants sont également cités comme Chris Pine, Channing Tatum ou Chris Hemsworth. Je rappelle que nous avions déjà dit que Bradley Cooper était pressenti pour incarner l'aventurier, mais nous, on ne croit pas vraiment à cette rumeur. Et vous, y croyez-vous? Et en tout cas, on posera la question sur notre page Facebook Fréquence Ciné et on termine avec les navis de James Cameron. Et oui, on change d'univers, direction le Cirque du Soleil qui prépare, devinez quoi, un spectacle inspiré de l'univers d'Avatar. Et oui, on aura tout vu après les avoir vus en 3D au cinéma. Après leur parc d'attractions à Disney, les navis se lancent dans le spectacle d'acrobatie grâce à la collaboration de James Cameron avec le Cirque du Soleil. Avec un budget de 25 millions de dollars, le show sera présenté à travers le monde dans plus de 350 salles, dont la première représentation aura lieu à la fin de l'année 2015 à Montréal. Et vous savez quoi, Clément, ça m'étonne même pas qu'on utilise Avatar au cirque. En plus, ça tombe bien parce que c'est le sujet du jour, vous allez le voir plus tard. On finit rapidement avec le site de la semaine, c'est le cinéphileanonyme.wordpress.com. Et oui, mais comment ai-je pu ne pas vous en parler avant, Jonathan? Je sais pas. Élu meilleur blog ciné du mois par le magazine Studio Ciné Live, le cinéphile anonyme est devenu en quelques mois l'une des références de la blogosphère cinéphile. Au-delà de ses critiques de films et des actus fraîchement publiées sur son site, il est également l'un des précurseurs et membres charnières des Oh I Met Your Bloggers, ce cercle très prisé des blogueurs cinéphiles qui élisent chaque année leur meilleur film à la manière des Oscars. Pour en revenir au site, je vous le conseille de bon cœur et je vous rappelle l'adresse lecинéphileanonyme.wordpress.com et sachez également que le cinéphile anonyme possède aussi son appli. Vous y retrouverez tout le contenu de son site ainsi que des bonus. Et on vous met bien sûr le lien sur la page Facebook. Donc on va commencer avec la première musique de notre playlist et c'est pas nous qui avons choisi les musiques aujourd'hui, non, c'est nos invités. Oui. Donc moi j'ai quand même une première question, ces musiques elles sortent d'où? Vous les avez choisies en fonction de quoi? Alors la majorité des musiques en tout cas sont tirées des films qui seront projetés dans le cadre du festival, donc du 14 au 20 juin. Donc on commence avec l'illusionniste qui est projeté? Qui sera projeté, donc qui est un hommage puisqu'il est tiré d'un scénario écrit par Jacques Tati. Et donc voilà, on va commencer avec la première musique composée par Sylvain Chomet et avec plusieurs chanteurs dont Didier Gustin, c'est la musique du film L'illusionniste.
Passent les heures, passe mon cœur, à Paris comme ailleurs. Passe les jours, passe l'amour, le temps nous joue des tours. Passe un bidule, un autre bidule, magicien manipule. Rien dans les mains, rien dans les poches, il nous prend pour des cloches. Passe, passe, vieux Grigou, la camarde à ton cou, tu n'es plus de la fête. Passe, passe les dimanches, des lapins dans tes manches, tu ne fais plus recette. Passe, passe mon vieux mec, et sois pas incorrect si elle te refuse un bec. Passe l'enfance, l'innocence, la douce indifférence, le joli temps de vivre. Passe les jeux des jours heureux, les petits amoureux, car il est temps de vivre. Il va falloir, ma belle, apprendre à être cruelle. Passe l'analyse dans les coulisses de l'extraordinaire. Passe mon enfant, ton lapin blanc et ta reine. Passe la ratiste, allez, ne sois pas triste, la vie est un manège. Un tour de piste, adieu l'illusionniste, et roulez jeunesse. Passe, passe, le corps s'efface, mais le cœur est tenace. Quand vient la dernière valse, on se veut roi, hélas. On triche et de guerre lasse, un jour on laisse sa place. Passe-temps, à quel seul temps, que ce temps qui fout quand. Tant pis pour toi, tu as fait ton temps, tant pis faut que tu passes. Rien n'y fera, ni l'or, ni l'argent, ni tes tours de passe-passe. Allez, une musique douce, c'était la mise en bouche de cette émission. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. On va passer aux questions à nos invités. Voilà, vous êtes venus nous parler de ce festival plein la bobine de la Bourboule, qui, je rappelle, se déroulera du 14 au 20 juin. J'ai une première question à vous poser. Comment déjà s'est créé ce festival ? Quel est l'historique du festival plein la bobine ? Alors ce festival, il a été créé d'abord par une association. C'est d'abord une association qui a été créée en 2002, qui s'appelle La Fée, et qui a donné vie donc au premier festival en 2003. Ça a été une volonté des communes locales. Donc il y a une communauté de communes du massif du Sancy, avec bien sûr la ville de la Bourboule et à l'époque la ville du Mont d'Or, où se basait le festival, et qui ont voulu créer un festival vraiment ciblé sur le jeune public. La Bourboule ayant de tradition une image jeune public, principalement jeunesse, autour des cures thermales, et beaucoup de maisons d'enfants sont construites là-bas. C'était important d'identifier l'image de la ville comme vraiment une ville des jeunes, la ville des enfants. Donc La Fée, qu'on se trompe pas, c'est pas en deux mots La Fée, c'est un sigle qui signifie... c'est l'AFFE, si on appelle, et qui signifie l'Association du Festival du Film pour l'Enfance. Donc voilà, c'est vrai, on est vraiment basé sur l'enfant. On a regardé un petit peu la programmation, il n'y a pas que des films pour enfants, c'est quand même assez grand public, c'est aussi ouvert aux adultes, ce festival. Alors, c'est vraiment l'idée qu'on cherche à véhiculer, c'est-à-dire qu'un bon film, même s'il est pour enfants, c'est avant tout un bon film. Donc il y a effectivement des films qui sont accessibles à partir de 8 ans, mais où les adultes prendront aussi tout le plaisir qu'il faut pour regarder ce film. Il y a des films pour les plus petits, mais effectivement c'est vraiment pour les adultes, pour les enfants, pour la famille, il y en a pour tous les goûts.
Et le but aussi, c'est de montrer qu'on peut divertir finalement, pas qu'avec du film grand public, avec du film d'animation également, peut-être un petit peu plus intimiste ou un petit peu plus recherché aussi, et c'est pas mal non plus. C'est vraiment la volonté. On a une thématique notamment où l'idée c'est vraiment d'aller du film de patrimoine à des œuvres un peu plus contemporaines. On a des compétitions de films où là c'est vraiment les films de l'année, des films plus récents. Mais l'idée c'est vraiment effectivement de balayer toute la cinématographie, Voilà. que ça soit des années 1900 à 2000. Alors on peut peut-être rappeler un petit peu comment va se composer ce festival. Vous avez parlé de compétition. Quels sont les différents programmes qu'il va avoir, les différentes compétitions ? Alors, il y a effectivement différentes sections. On a une compétition de courts-métrages. Donc là, c'est des films qui datent souvent de 2012, 2013, voire 2014 pour les plus récents. Un panorama de films récents. Donc là, on y mêle des avant-premières, des films qui sont sortis aussi parfois dans l'année, mais de façon un peu plus confidentielle, qui n'ont pas eu, en tout cas à notre goût, le succès qu'ils méritaient. Donc, on les remet un petit peu à l'affiche pour l'occasion du festival. Ensuite, au-delà de cette section panorama, on a une thématique qui tourne autour du cirque et de la fête foraine. Donc là, avec des films de patrimoine, des films plus récents. On a écouté la musique de l'Illusionniste qui sera effectivement diffusée dans ce cadre. On a ensuite un coup de cœur à un pays qui sera le Danemark cette année et tout un tas de séances spéciales qui sont dispatchées tout au long du festival. Ça va d'une journée intergénérationnelle où là, c'est les plus jeunes et les plus vieux qui se rencontrent autour des projections. Il y a un ciné-concert pour l'ouverture. Il y a une carte blanche à un festival de films italien. Et j'en passe, je pense que j'en oublie beaucoup. Le ciné-conte aussi pour les plus petits. Le ciné-concert. Je l'ai dit, le ciné-concert. Hein. J'ai pas entendu ça, comme quoi. Et enfin voilà. Donc il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ouais, justement, je voulais revenir. Vous avez parlé d'une journée où il y a les jeunes générations qui rencontrent les plus anciennes, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Comment ça se passe? Comment ça s'organise ça en fait? Comment ça se présente? Déjà, il faut savoir que donc ces journées intergénérationnelles, elles ont lieu au festival, donc les mardis de tradition, depuis 2007. Ouais. Donc ça fait quelques temps maintenant qu'on développe ça. C'est vraiment une volonté de l'association au départ de vouloir faire rencontrer deux publics qui sont, on va dire, soumis à plein de clichés et qui sont peu amenés à se rencontrer et à discuter ensemble. Et c'est d'utiliser le cinéma, le moyen cinématographique en tout cas, pour pouvoir développer des discours, des dialogues et de pouvoir échanger autour de ce qu'on a vu. On s'est rendu compte que voilà, pour pouvoir discuter avec une génération éloignée, c'est toujours un peu difficile de parler de choses communes. Or, l'art, la culture et plus précisément dans ce cas-là, le cinéma, ça permet d'avoir des valeurs communes et de pouvoir comprendre. Alors, on a chacun un degré un niveau de lecture différent, mais en tout cas, ça permet de pouvoir échanger sur un même support et de pouvoir, justement, confronter ses idées, ses points de vue, voilà. Les gens osent faire la démarche, justement, de faire cette confrontation de génération, parce que c'est quand même un pari risqué, ça te paraît un petit peu impressionnant quand même qu'on soit enfant ou qu'on soit des anciennes générations. C'est un pari risqué, effectivement. Alors, c'est à nuancer, c'est-à-dire qu'on travaille principalement avec des structures, donc des EHPAD, des gens, des personnes âgées qui sont en institution particulièrement. C'est plus simple pour organiser ça, et puis effectivement, ça permet aussi à ces personnes qui sont un peu isolées en institution de rencontrer des jeunes. Là où la difficulté se présente, c'est effectivement les personnes âgées, les particuliers qui vivent chez eux. La démarche de sortir de chez soi pour aller dans un lieu public et rencontrer une génération qu'on n'a pas forcément envie de voir, puisqu'effectivement, on a plein de représentations là-dessus, c'est plus compliqué. Mais après, travailler avec des classes et travailler avec des institutions, ça permet de faire naître pas mal de projets et des projets qui se développent de plus en plus au sein de l'association d'ailleurs. Donc là, on est complètement on casse les codes, on casse les clichés, et puis voilà, tout le monde est réuni dans un même lieu par le cinéma. C'est ça a une valeur sociale le cinéma, la culture en général, mais le cinéma aussi. Ouais, non, voilà, c'est vraiment un point moi que j'avais beaucoup aimé, c'est vraiment ce côté rassemblement de génération et cette rencontre. Je trouve ça vraiment très intéressant, cet aspect-là du festival, très intéressant. Alors il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé, et pourtant c'est le cœur même du festival, c'est quand même cette thématique, le cirque. D'où vous est venue l'idée? Comment on choisit le cirque? C'est une thématique qui est plutôt intéressante, qui a l'air de plaire et puis à la fois qui fait très folklorique. Comment on l'a choisi? Pour de multiples raisons. Je crois que c'était un petit peu par passion, un petit peu dû à certains d'entre nous, pas forcément le cirque représenté au cinéma, le cirque en tant que discipline. Surtout qu'on travaille avec une jeune génération, donc pour eux le cirque c'est le cirque traditionnel, avec les animaux, les numéros qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Donc c'était peut-être pouvoir réussir à aborder ce sujet-là en leur disant
attention, il y a autre chose, il y a ce qu'on appelle le cirque contemporain. Aussi parce qu'on fait beaucoup d'ateliers où on essaie d'expliquer aux enfants comment est né le cinéma. Et comment est né le cinéma? Le cinéma est né sur des lieux de foire. Donc il y a plein de choses à pouvoir rapprocher. La foire, le cinéma, les fêtes foraines, le cirque. Voilà. Donc là, on peut aussi jouer sur l'histoire du cinéma, en fait. L'histoire du cinéma, l'histoire du cirque. Alors moi, quand je pense au cirque et quand je pense au film où il y a des cirques où c'est représenté, moi je pense à Charlie Chaplin, moi je pense à L'aile ou la cuisse. C'est des choses qui viennent instinctivement. Est-ce que les films ont été compliqués à trouver? Alors, on a 5 programmes de courts-métrages. Je crois qu'il y a 7 longs-métrages en tout sur le thème du cirque. Non, finalement, donc on a le cirque de Chaplin, dont vous en parliez. On a Parade en avant-première, restaurée, une version restaurée du film en avant-première qui va être présentée. Il y a, donc on parlait de l'illusionniste. On a Carnivale, un film d'animation de Dean Taylor, un film irlandais. Oula, on en a plein. J'en oublie. Les courts-métrages les programmes de courts-métrages aussi sont vraiment riches parce que là, on a du documentaire, de l'animation, de la prise de vue réelle. Tout ça, on a un programme d'1 heure à 1h30. On parlait de cirque contemporain, on a notamment un documentaire qui s'appelle The Wall of Death, qui suit les motards qui font ces cercles et qui font des acrobaties sur les fêtes foraines. C'est très impressionnant, le documentaire est magnifique, il est filmé en noir et blanc. Donc voilà, c'est vraiment un festival où on peut voir tout du noir et blanc comme de la couleur, des courts-métrages comme des longs-métrages, parce que c'est ça aussi, ce festival où c'est intéressant, c'est qu'il y a des courts-métrages comme des longs-métrages. C'était compliqué de jongler pour faire la programmation? Alors, entre les deux? Ce qui a été compliqué, en fait, finalement, ça a été de trier parce qu'il y avait tellement de films qu'on avait envie de montrer qu'il a fallu faire des choix. Il y en a qu'on a choisi de pas montrer parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Et du coup, on a dû faire des choix, mais je pense que la programmation cirque, tout le monde va s'y retrouver, effectivement. Il y a un autre thème aussi cette année, c'est le thème du Danemark, vous l'aviez dit tout à l'heure. Le pays, c'est pas le pays pour lequel l'esprit nous vient instinctivement quand on pense cinéma. Comment déjà vous l'avez choisi? Même question que pour le cirque. Et ensuite, quel film on peut trouver? Quelles sont les particularités des films danois? Alors, on a beaucoup parlé du Danemark au cinéma ces dernières années, avec notamment Mads Mikkelsen, qui est beaucoup à l'écran ces derniers temps. Donc, c'est vrai qu'on s'est penché sur ce pays. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait notamment beaucoup d'animateurs de films. Et on a choisi de montrer donc L'enfant qui voulait être un ours, qui est un film d'animation qui est finalement une des perles du cinéma d'animation contemporain, qui est vraiment magnifique. On a des programmes de courts-métrages où là, on va retrouver beaucoup de courts-métrages d'une école qui est très réputée, qui accueille des professeurs qui sont connus dans le monde entier, qui travaillent parfois même chez Pixar ou Disney. Cette école, c'est The Animation Workshop, donc qui forme de jeunes animateurs, des futurs talents du cinéma d'animation. On a aussi un film qui s'appelle Strings, le fil de la vie, qui est très très impressionnant puisque le film a été entièrement réalisé en marionnette à fil. Et c'est une histoire, c'est un long métrage et c'est une histoire complètement romanesque, c'est un conte finalement, une vraie petite fable. Et c'est très impressionnant pour la technique, on se laisse complètement porter. On est des enfants finalement quand on regarde ce film nous aussi. Et puis l'intérêt aussi, c'est que effectivement tous les pays traitent le cinéma, en tout cas font du cinéma, et toujours avec une culture différente et une approche qui est relativement différente. Et ce qui est intéressant dans ce pays à l'honneur chaque année, il y a un pays différent à qui on rend hommage. Et ben justement, c'est de pouvoir découvrir comment est abordé le cinéma, le court métrage, puisqu'il y a principalement du court métrage, mais il y a aussi des longs métrages, et ça permet justement de comparer et de voir un peu ce qui se passe. Pays, et donc là, la vision change beaucoup comparé à la vision française qu'on peut avoir. Finalement, les films sont très contemporains. On pense Danemark, on pense pays froid, mais finalement, il y a beaucoup de films qui sont très drôles, notamment dans les courts-métrages du Animation Workshop. Il y a beaucoup de petits films en images de synthèse, en 3D, qui sont à mourir de rire. Et ça fait du bien parce que c'est pas ce qu'on s'imagine quand on pense au Danemark. On pense pas forcément à la franche rigolade et on peut être surpris. Alors, moi, si vous le voulez bien, je me suis arrêté sur un film que vous avez cité, c'est L'enfant qui voulait être un ours. C'est un film franco-danois, la musique est composée par Bruno Coulet. Si vous voulez bien, on va l'écouter tout de suite, et ensuite, on reparlera du festival un peu plus tard.
amis fréquenceurs, vous êtes toujours dans Fréquence Ciné sur Radio Coquelicot 99 FM. Alors, on est en compagnie donc des organisateurs du festival Plein la Bobine de la Bourboule, on le rappelle. Mais avant de continuer de parler du festival, je vais passer la parole à Clément. Clément qui va nous faire son instant critique comme chaque semaine. Et là, il va nous parler d'un film qui était à Cannes, il me semble. Et oui, il est question aujourd'hui du dernier film des frères Jean-Pierre et Luc Dardenne, qui après avoir été palmé par 2 fois au festival de Cannes, avec Rosetta en 1999, puis L'Enfant en 2005, sont revenus sur la croisette pour y présenter leur dernier bijou avec Marion Cotillard, 2 jours, 1 nuit, soit le précieux temps qu'il reste à Sandra pour convaincre ses collègues d'usine de renoncer à leur prime pour qu'elle puisse garder son travail. Un fait de société, paraît-il. T'as dit à certains que c'était mieux que je sois licenciée parce que sinon ce serait eux. J'ai jamais dit ça. Tu n'as pas de cœur. Pourquoi tu veux pas essayer? Tu dois pas te laisser faire. Faut y aller. Avant de choisir leur prime, ils ont hésité, ils ont pensé à toi. C'est pour ça qu'il faut aller les voir un par un ce week-end. Excusez-moi de vous demander ça, mais pour moi c'est important de le voir parce qu'il peut m'aider à pas perdre mon travail, à pas aller au chômage. La prime, nous, c'est parce qu'on a bossé qu'on l'a. Et je sais. T'as pas honte, franchement, de venir nous piquer notre fric? Non, je la ferme pas, dégage. Il y en a déjà combien qui acceptent de perdre la prime? 4 avec toi. J'en ai encore 9 à voir. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. De tout ce temps gâché et de tout ce temps perdu, dire qu'il y a tant d'êtres sur la terre qui, comme moi, ce soir sont solitaires. J'allume une cigarette. 2 jours, 1 nuit, 9e film déjà des bien-aimés frères Dardenne, tourné une fois de plus en Belgique dans leur Liège natal comme théâtre de ce pseudo-chantage tortueux, qui de loin nous fait penser à 12 hommes en colère dans son sujet, mis à part qu'ici le contexte est tout autre, car ancré dans une réalité sociale où, en véritable petit canard du système, les plus faibles s'affrontent et font les frais de la loi du plus fort dominé par le patronat. Et de cette triste fresque se détache une Marion Cotillard à son meilleur, car époustouflante de fragilité et tremblante d'émotion, histoire de prouver, encore une fois, l'énorme étendue de son talent ainsi que sa propension à s'abandonner dans un rôle pour les films d'auteur. À noter qu'ici, l'actrice a dû travailler sur l'accent belge, qui n'est pas une mince affaire, une fois. Côté cadrage, on est dans du grand Dardenne, une seule caméra, que du plan séquence, quasi absence de champ contre champ, du travelling pour passer d'un visage à l'autre, un parfait usage du hors-champ, une fébrilité humaine dans le cadrage et un travail d'orfèvre sur la composition du cadre. Ici, rien n'est laissé au hasard et chaque plan est travaillé au diapason pour servir la force du propos avec une humanité évidente dans la réalisation. Et puis il y a cette absence totale de musique comme pour souligner toute la gravité du récit, et dire au spectateur que ce n'est pas seulement de la fiction, mais bel et bien le récit d'une réalité. 2 chansons demeurent cependant en intradigétique, Gloria de Van Morrison et La nuit n'en finit plus de Petula Clark, qui viennent éclaircir l'atmosphère quelque peu pesante du récit. Et puis enfin, pas de musique au générique, que c'est ingénieux de laisser la place au silence dans la salle. Étonnement, réflexion, respect. Et donc pour conclure, Clément, on peut dire quoi? Pour conclure, 2 jours, 1 nuit transpire comme un film essentiel qui révèle notre impuissance face au système, mais qui nous force à relever la tête au travers d'un cinéma concret, qui va droit à l'essentiel et déclame son propos sans fioriture. Là est l'épiderme de leur cinéma, dans ce cadre à la puissance unique, car là est et restera le meilleur des frères Dardenne. Merci Clément pour cet instant critique. Mais je vous en prie. Et c'était un plaisir, il est bon quand même. Moi, je je trouve très très bon. Donc, on va parler du festival, mais avant, on va quand même écouter une autre musique que vous nous proposez. Alors là, c'est une musique que je connais pas du tout. J'arrive totalement en visiteur dans cette émission. Ça s'appelle Young, Wild and Reckless de Amurocean and Sacha Go Hard, j'espère bien prononcer, du film Vandal. Young, wild, and reckless, but they ain't learned my lesson.
G H, yeah. Young, wow. But they ain't learned my lesson. I'm young, wild, and reckless. But they ain't learned my lesson. Acting up like audition, they say stop, I don't listen. My nigga rockin' them true religion. A.E. in my vision, I'm young and wild. Bitches hate to see me smile. Counting up my pal, got them starstruck like wow. Wow. But they ain't learned my lesson. I'm young, wild, and reckless. But they ain't learned my lesson. I'm young, wild, and reckless. But they ain't learned my lesson. I'm young, wild, and reckless. But they ain't learned my lesson. I'm a monster, you should stay away. Leave me alone, get the Patron, that should do your day. I'm young, wild, and reckless. Ice on my necklace, solo, no guest list. Young, wild, and reckless, but they ain't learned my lesson. I see a pretty bitch in the mirror, wanna be a. I see a pretty bitch in the mirror, wanna be a. I see a pretty bitch in the mirror, wanna be a. You can't take me out my zone. He's a dog, give him a bone. Leave me alone, get the Patron, act a fool. Yes, I do. Breaking rules. Yes, I do. Act up, get smacked up. If you act up, I blow dough. I'm racked up, sacked up, get back up, act up. Act up, get smacked up. If you act up, I blow dough. I'm racked up, sacked up, get back up. I'm nutty, pretty, sadiddy, who envy? Shout out to who with me. I'm nutty, pretty, sadiddy, who envy? Shout out to who with me. Et c'était la musique du film Vandal. Le film Vandal, j'imagine qu'on peut retrouver au Festival Plein la Bobine de la Bourboule. Oui, qui sera programmé dans le cadre du Panorama. Du Panorama. Donc c'est à suivre et à suivre aussi, voilà, nos petites questions autour du festival. Et je vais laisser la parole à Clément car je crois qu'il a beaucoup de questions encore à poser. Oui, je vais essayer de faire court. Oui, moi je voulais revenir simplement sur un aspect qui me semblait vraiment très important dans ce festival et qui vous tient à cœur, je crois. C'est l'ouverture de la grille de programmation du coup aux jeunes générations, toutes confondues, donc des maternelles jusqu'aux primaires en passant par les ados, pour réaliser des films. Donc je crois, voilà, il réalise des films, c'est ça, qu'il présente à ce festival. Comment ça s'organise, ça combien de temps en amont est-ce qu'il prépare ça avec qui En fait, on propose donc deux choses. Ce que vous êtes en train de parler des rencontres vidéo scolaires et des figures libres. Ouais, parce qu'il y a plusieurs choses du coup. Ouais. En fait, c'est la même chose. La petite différence, c'est que les rencontres vidéo scolaires sont des films réalisés par les enfants en classe, et les figures libres sont des films réalisés par des enfants en centre de loisirs. En centre de loisirs, d'accord. Nous, on commence à communiquer dessus au moment où on a les dates du festival. On sait à peu près quel jour on va les passer, et on leur donne des petites consignes. Les consignes, c'est simplement, il faut qu'ils fassent moins de 6 minutes avec les génériques, mais on n'en a pas beaucoup plus. On regarde pas sur le sujet du film, quand bien même ils vont évoquer un sujet qui va nous choquer légèrement. Le film sera quand même projeté. Après, on leur demande de nous l'envoyer avant une date butoir, ce qui peut parfois être compliqué pour les films réalisés en établissement scolaire.
Et là, par exemple, ceux que vous avez reçus cette année, donc quel est le titre, quel film est-ce qu'ils ont réalisé Ah mais en fait on en a reçu 3 pour les figures libres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, de centres de loisirs différents. Et pour les rencontres vidéo scolaires, il y en a 6 ou 7 d'établissements D'accord. différents, toujours avec un professionnel de l'image ou Oui. un animateur socioculturel qui les est encadre. un petit peu branché vidéo, qui va venir les encadrer ou venir en soutien avec l'enseignant. D'accord, c'est très bien. En tout cas, est-ce que ça ouvre des portes vers certains, des vocations, par exemple, pour certains qui se révèlent être des petits cinéastes? Après, les petits cinéastes qu'on voit arriver, en général, ils ont plutôt entre 8 et 9 ans. Et le festival n'existe que depuis 12 ans, donc je ne sais pas. Mais si, bien sûr. Oui, toujours, il y en a toujours un ou deux qui disent à la fin du festival, je veux devenir réalisateur. Exactement. Donc du coup, on peut dire vraiment que ce festival s'inscrit dans une lignée un petit peu éducative et pédagogique. Ah, c'est pas un petit peu, c'est l'une des premières, les premières missions, puisque durant l'année, on suit ce qu'on appelle, nous, des classes à projet. En soi, on suit 18 classes. On a des classes qui vont devenir jury, on a des classes qui vont devenir des petits journalistes en herbe toute la semaine du festival. On a des classes qui vont tenir un plateau télé durant le festival. On a des classes qui vont s'occuper de la programmation. Et tout ça, en fait, c'est un gros travail en amont. Oui, on a vraiment cette volonté dans l'association, enfin c'est vraiment les missions premières de l'association, c'est l'éducation à l'image. Et donc pour ça, il nous tient à cœur et c'est vraiment important d'impliquer les enfants et de les responsabiliser, comme disait Anne, dans la mission qui sera la leur pendant le festival. Donc que ce soit jury, classe presse, classe programmation, voilà, c'est vraiment de prendre vraiment un rôle important dans le festival, un rôle qui pourrait être tenu par des professionnels dans d'autres festivals, et vraiment de comprendre voilà comment ça fonctionne et d'avoir vraiment tous les outils de compréhension et d'analyse. Voilà, et comment les enfants perçoivent également l'outil qu'est le cinéma. C'est ça, et surtout comment on peut se l'approprier personnellement, c'est-à-dire Ouais. comment on peut être amené à critiquer un film, c'est-à-dire dire pourquoi on aime, pourquoi on n'aime pas, et apporter des arguments, ce qui est pas évident, bien voilà, contrairement à ce qu'on pourrait le croire. Et justement, je m'écarte un tout petit peu du festival. Est-ce que vous pensez, par exemple, que on pourrait inclure peut-être un peu plus d'éducation au cinéma dans les classes à l'école aujourd'hui, dans les écoles primaires, c'est que il faudrait intégrer un peu plus d'éducation à l'image. Alors ça vient petit à petit puisqu'il y a des nouvelles épreuves maintenant pendant les collèges particulièrement. L'histoire des arts, c'est une matière justement qui permet de comprendre d'où vient l'art et de comprendre un petit peu à analyser ces œuvres d'art. Mais c'est vrai que de plus en plus jeune, ce serait intéressant de pouvoir apprendre à critiquer les films et surtout le plus important, c'est à se détacher de l'image. On le voit aujourd'hui avec plein de faits divers et avec des adolescents qui peuvent être des fois complètement broyés par justement les réseaux sociaux ou d'autres choses. L'éducation à l'image, ça passe par là aussi. Ça va être comment je conçois ce que j'utilise, comment je conçois ma propre image aussi, et l'image des autres. Donc voilà, c'est vraiment essayer de travailler là-dessus pour être, j'allais dire, le plus responsable face aux écrans. Bien sûr. Moi, j'avais une autre question, donc là, je sors un petit peu de cette éducation à l'image, alors ça va être un peu la question qui va déplaire peut-être. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être un petit peu dans l'ombre du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand? Parce que c'est vrai que le festival de plein la bobine de la Bourboule, on entend beaucoup moins parler quand même. Alors, non, on n'est pas dans l'ombre du festival du court-métrage, bien au contraire, on travaille avec eux et je pense que s'ils n'existaient pas, c'est même sûr, le plein la bobine n'existerait pas aujourd'hui. Donc on peut plutôt les remercier et les féliciter du travail qu'ils ont fait, voilà, pour lequel on peut s'en inspirer aussi en partie. Vous travaillez comment avec eux? Comment c'est eux qui vous fournissent les films? Enfin, comment ça marche? Comment ça fonctionne? On les connaît bien. Ils nous ont accueillis notamment pour la présentation du festival, à la Jetée, il y a une petite semaine maintenant. On travaille avec eux directement en relation puisqu'ils viennent aussi, ils se rendent régulièrement sur notre festival. On s'échange régulièrement des films et des idées. On a longtemps été considérés comme les petits frères un petit peu de ce festival. Et c'est vrai que, on n'a pas du tout la prétention d'arriver à autant de spectateurs que peut l'avoir, sauf qui peut le court-métrage, mais on travaille beaucoup avec eux et... On se concurrence pas, mais on se complète, voilà, c'est vraiment ça. C'est une belle phrase. Je pense que vous proposez aussi quelques activités qui diffèrent aussi un petit peu du court-métrage. Je vois que vous avez aussi proposé des ateliers vidéo, notamment aux jeunes, donc... Ils ont la possibilité, par exemple, de venir et eux de s'exercer à la vidéo. En fait, nous, notre public, c'est des groupes d'enfants et c'est des groupes scolaires pour l'essentiel. Donc, alors qu'au court-métrage, les enfants viennent, voient une séance et puis tout s'arrête. Nous, sur le principe, toutes les séances proposées sont présentées, donc accompagnées. Et bien sûr, les enfants vont venir plutôt sur une journée complète. Ils vont voir en moyenne 2 séances et on propose toujours tout un tas d'ateliers, des ateliers en lien avec le cinéma et puis après des ateliers en lien avec la thématique. Donc on n'a rien à voir avec Sauf qui peut.
On va poser cette dernière question. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais quand on prépare pas le festival Plein la Bobine, qu'est-ce qu'on fait quand on est au sein de l'association La Fée ? On fait plein de choses, on fait énormément de choses. C'est-à-dire qu'en fait, on a un peu coutume de dire que le festival, c'est un peu la vitrine, puisqu'effectivement, c'est la conclusion de tout le travail qui est mené à l'année scolaire, bien évidemment, puisqu'on travaille en année scolaire. Mais c'est-à-dire que dès le mois de septembre, Anne peut en témoigner, ça va être rencontrer les classes pour l'édition suivante, ça va être commencer à travailler effectivement sur les classes à projet. À côté du festival qui se prépare petit à petit, entre la thématique, les dates et puis les choses qui commencent à se préparer, il y a tout plein de séances qui sont délocalisées. Il y a une tournée régionale qui a lieu autour du mois de janvier-février avec les coups de cœur de l'édition précédente. Et puis après, des séances délocalisées, des interventions en classe, des séances intergénérationnelles qu'on va faire à même dans les villages. Voilà, donc il y a plein de choses qui se développent autour de ça. Alors, à quel moment vous prenez des vacances ? Parce que j'ai l'impression que vous faites plein de choses et que vous ne vous mois reposez d'août. pas beaucoup. Au mois d'août ? Ouais, nous sommes des Haussiens. Ah bah voilà, et quelque part nous aussi. Quelque part nous aussi. Et je vous remercie déjà de vous être prêté au jeu de ces questions-réponses, mais l'émission n'est pas finie, on continue avec une autre musique que vous avez choisie. J'espère encore bien prononcer là pour le coup. C'est Storm and Light de BWA, ça vient du film Keeping London Moving. Et tout de suite, on va rentrer dans notre rubrique hebdomadaire où on parle des films qui sortent aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est mercredi, et mercredi... C'est sorti. Et oui, forcément, et on commence avec le film Age of Tomorrow, c'est l'œuvre de Doug Liman. Alors, il a réalisé entre autres La mémoire dans la peau ou encore Mr. and Mrs. Smith. Et après l'espionnage, il s'oriente davantage vers la SF avec Age of Tomorrow. Alors, de quoi ça parle ? Ça parle d'hordes extraterrestres qui arriveraient dans un futur proche et qui ont livré une bataille acharnée contre la Terre et semblent désormais invincibles. Aucune armée au monde n'a réussi à les vaincre. Et le commandant William Cage, qui n'a jamais combattu de sa vie, est envoyé sans la moindre explication dans ce qui ressemble à une mission suicide. Il meurt en l'espace de quelques minutes et se retrouve projeté dans une boucle temporelle, condamné à revivre le même combat et à mourir de nouveau indéfiniment. Combien de fois on est venu ici ? Combien exactement ? Pour moi, ça fait une éternité. L'invasion va échouer. Nous allons tout perdre. Je meurs dans les 5 minutes suivant l'atterrissage sur cette plage, ainsi que tous les soldats. À terre ! Comment vous avez fait ça ? Venez ! Venez me chercher quand vous aurez fini de dormir. Vous savez parfaitement ce qui m'arrive. Ce qui vous
vous arrive m'est arrivé à moi. Vous avez récupéré leur pouvoir. Comment le contrôler? Vous devrez mourir. Tous les jours. Continuez à venir et je vous entraînerai. Dans quelques heures, il va faire nuit. On va se blottir au coin du feu avec une bouteille de vin. Autant redémarrer. Alors vous l'aurez compris, Age of Tomorrow, c'est un film de science-fiction qui est axé sur la notion temporelle. C'est pas la première fois qu'on voit ça au cinéma. Moi je pense à Looper, je pense aussi plus récemment à X-Men qui est joué un peu sur la même chose. Donc c'est avec Tom Cruise qu'on a pu voir dans Minority Report qui jouait déjà là-dessus. Emily Blunt qui a joué dans Looper, donc c'est pas des inconnus. Qu'est-ce qu'on pense de ce film, Clément ? Alors, donc Edge of Tomorrow, écoutez, pourquoi pas, je dis souvent pourquoi pas. C'est vrai, tout le temps. Non, mais écoutez, cette semaine, ouais, ça a l'air d'être le film que j'irai voir en salle. Tom Cruise me passionne pas vraiment, il fait toujours les mêmes rôles, donc c'est un petit peu dommage. Après, ce qui est bien, c'est que du coup, il a un rôle mineur par rapport à son pendant féminin, qui est Emily Blunt, et qui, elle, a un rôle majeur ici, elle a l'air de dominer un petit peu le truc. C'est ça qui est intéressant, et voilà, bon, c'est de la SF, mais ça a l'air graphiquement aussi très sympa. Allez, on y va. Eh ben moi je vais me tourner vers mes invités. Du coup, qui veut commencer à parler sur ce film? Peut-être Sébastien. On ira le voir ou pas? Non, je pense pas. Non, pourtant je suis adepte des films blockbusters en général, enfin pas tous, mais celui-là non. Enfin, je constate juste qu'en fait que la grève des scénaristes est peut-être pas encore terminée à Hollywood, donc on verra. Ouf, ça balance. Je sais pas, peut-être un avis féminin sur la question. Est-ce que les filles iront voir ce film? Non, moi, le côté mono-expression de Tom Cruise, c'est pas mon truc. Oui, c'est vrai qu'il n'y a qu'une expression faciale. Anne, le même avis, du coup? Le même avis. Et en plus, Emily Blunt, moi, j'ai pas du tout adhéré dans Looper, donc... donc ça fait double argument pour pas y aller, en fait. C'est bien parce que là, je sépare la table, sinon il se taperait dessus. Donc voilà, le film dure 1h53. On vous le conseille, on vous le conseille pas. Il y a eu des deux avis. En tout cas, moi, je vous le conseille quand même. Ça dure 1h53. C'était Age of Tomorrow. Et si, voilà, les films de science-fiction, ça vous embête, je vous propose un film français, cette fois. C'est Sous les jupes des filles. C'est réalisé par Audrey Dana. Alors, Audrey Dana, c'est sa première grande réalisation. Alors, vous avez pu la voir en tant qu'actrice, par exemple, dans Le Bruit des glaçons, Torpedo, ou encore Les Jeux des nuages et de la pluie. Et là, elle vient en tant que réalisatrice pour parler de l'histoire de 11 femmes parisiennes, mères de famille, femmes d'affaires, copines, maîtresses ou épouses. Toutes représentent une facette de la femme d'aujourd'hui. Complexe, joyeuse, complexée, explosive, insolente, surprenante, bref, un être paradoxal, totalement déboussolé, définitivement vivant, femme, tout simplement. Moi, c'est la fidélité que je comprends pas. Moi, je trouve ça d'un ennui mortel de coucher avec la même personne, mais toute la vie, quoi. En gros, tu rentres tous les soirs chez toi. Encore lui. S'il y avait été fort sur le parfum, Grégory, ce matin, ça sent la cocotte. C'est un taux de testostérone incroyablement élevé. C'est toujours le cas avec des femmes comme vous. Et c'est quoi les femmes comme moi? Intelligentes, puissantes, qui gagnent 4 fois mon salaire au bas mot. Super, c'est bien. Bonsoir tout le monde. Chérie, t'as pas vu mon portefeuille? J'ai pas... Je suis la babysitter. Pas de problème. Je la voyais pas du tout comme ça, moi. Comment ça, comme ça? Avec des seins. Ah, c'est ça, en fait. Tes petits seins à toi, ça te travaille. Des petits seins? T'as envie de te les refaire? Tu veux te refaire la bite, toi? Une belle bite. C'est très excitant. Je suis cocu. Excusez-moi, j'ai des cornes, j'ai du mal à passer les portes. Mais c'est rien, cette fille, c'est rien. Veux-tu être ma femme? Alors, Sous les jupes des filles, c'est 11 portraits de femmes. Je crois qu'on peut tout de suite passer au casting parce que c'est quand même ça le plus important. Je vous cite quelques noms pas très connus, hein. Isabelle Adjani, Laetitia Casta, Alice Belaïdi, Audrey Dana, Julie Ferrier, Audrey Fleurot, Marina Hens, Géraldine Nakache, Alice Taglioni, Sylvie Testu, encore Vanessa Paradis chez les femmes, et côté garçons, Guillaume Guix, Marc Lavoine, Alex Lutz, Nicolas Briançon, encore Pascal Elbé. Petit casting. Nous avons donc un petit Expendables du cinéma français. Exactement. Exactement. Et des actrices du moment, hein, des actrices, ouais. Qui vous plaît? Ça vous plaît? Le casting? Oui, non, bon casting. Voilà, quand on voit la bande-annonce, c'est très alléchant, ça a l'air assez drôle. Film de filles, mais pas que aussi. Je pense que bizarrement, ça me tente aussi également. Il y avait quelques mois, il y avait eu Les Gazelles que je n'avais pas vu parce que je ne sais pas, il m'avait pas attiré vraiment plus que ça. Et celui-là vous attire? Alors oui, dans un sens oui. Si j'y vais avec des filles, par exemple, j'aimerais bien avoir leur point de vue dessus parce qu'encore une fois, c'est peut-être une remise en cause légère de la condition féminine, de la place de la femme aussi dans le couple, tout simplement.
Et ce point de vue-là, par Audrey Dana, peut être assez intéressant et assez drôle à la fois. J'ai vu, il y a quelques petits gags avec Alex Lutz, notamment, qui sont très marrants. Donc, il y a bon. Allez, c'est parti. Il y a bon. Alors, je vais commencer par les femmes autour de la table. Est-ce que on va aller voir ce film ou pas? Parce qu'apparemment, c'est une comédie faite pour les femmes, mais qui n'est pas féministe. Hein. C'est un point d'honneur que met Audrey Dana sur ce film. Donc, est-ce qu'on va le voir ou pas? Je commence par Anne. Allez. Eh ben, la comparaison que tu as faite il y a à peu près 2 minutes, si c'est The Expendable avec des femmes, je n'irai pas le voir. Parce que The Expendable, né dans les années 80, c'était quelque chose où je m'étais dit waouh, et je fus particulièrement déçue, et voilà, j'irai pas. Puis de toute façon, on n'a pas trop le temps en ce moment, mais j'irai pas le voir. Les actrices ne t'attirent pas? Non. Non, c'est pas du tout le genre de film que tu irais voir, d'accord. Manon? Peut-être. Moi, je suis un peu comme Anne, je me méfie des films qui jouent que justement sur le casting. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose derrière. Les films chorales, en plus, c'est pas évident à faire, c'est un exercice qui est pas facile, donc dans le doute, je dépenserai pas une place de cinéma pour ça. Donc on l'attend à la télé ou en téléchargement sur Ouais, internet? pourquoi pas, Téléchargement payant, bien sûr. Hein. Légal. Enfin, qu'on soit tous d'accord, légal. Et bah du coup, le dernier garçon autour de la table, Sébastien? Oui, alors non, moi pareil que les filles. C'est quand ça se base en général sur un casting, je me méfie un petit peu. Après, par curiosité, je pense que j'irai le voir. Après, sur la condition féminine, et alors c'était les femmes actrices particulièrement, mais j'avais bien aimé Le Bal des actrices de Maïwenn, qui justement reprenait un peu la même idée de l'affiche avec des femmes nues. Voilà. Donc voilà. Bon, voilà, pourquoi pas, allez, par curiosité. Alors, juste pour connaître un petit peu vos goûts, quels sont les films qui sont en ce moment au cinéma et que vous êtes allés voir ou que vous aimez? Enfin voilà, quel genre de film vous regardez? Quel genre de film vous appréciez en général? Moi, j'ai pas de style particulier en fait. Je crois que je suis amoureux du cinéma, donc du coup toutes les formes de cinéma, comme je disais, blockbuster ou film d'auteur, moi il y a pas de souci. Après, voilà, dernièrement, qu'est-ce que j'ai vu de bien? Wrong Cops, que j'ai trouvé complètement barré, de Quentin Dupieux, beaucoup aimé, pardon. Et sinon, qu'est-ce que j'ai vu d'autre récemment? Je sais plus, un peu de tout, mais voilà. D'accord. Et les filles, on est plus quel style? Je rejoins Seb aussi, ça peut être des films d'auteur comme des gros blockbusters où ça fait bien plaisir, où on s'en prend plein les yeux, plein les oreilles, ça c'est bien. Ça fait du bien ça aussi. fait du bien. Avec du popcorn. Bah oui, forcément, avec du popcorn. Avec du popcorn, des gros paquets d'1 kilo. Donc voilà, on a fait le tour des films qui sortent ce mercredi. On va peut-être en citer quelques autres quand même. Oui, nous avons Tristesse Club quand même de Vincent Mariette avec Vincent McCain, Ludivine Sagné, Laurent Lafitte et Noémie Lovski. Entre autres, il y aura The Rover qui était à Cannes avec Guy Pearce et Robert Pattinson, et un film qui pourrait aussi être le film surprise de cette semaine, c'est Les Points contre les murs de David Mackenzie. Donc là, voilà, c'est, je cite studio, c'est un film intense et poignant. Voilà, donc ça c'est à peu près les films. De mots. Voilà, donc c'est le genre de film qu'on peut voir, le genre de film que vous pouvez voir aujourd'hui car ça sort ce mercredi. Et avant de passer au petit jeu qu'on a prévu, concocté pour nos invités, je vous propose de retrouver Isia pour son cinéversaire qui part ce mois-ci sur un nouveau thème. J'en en dis pas plus, à vous les studios. Hola a todos! Aujourd'hui, nous démarrons le mois du dessin animé. Les enfants sont bientôt en vacances, mais plutôt que de revenir sur les classiques Disney de notre enfance, je vous propose de découvrir la face cachée de l'animation. Aujourd'hui, nous fêtons les 3 ans du long métrage Le Chat du Rabbin. Ce film, passé relativement inaperçu à sa sortie, est tiré de la bande dessinée du même nom, qui narre les aventures d'une famille juive qui recueille un chat doué de paroles. Celui-ci souhaite faire sa bar mitzvah, et cela ne va pas se faire sans honneur. Le film de Johann Sfar est un condensé de plusieurs albums de la bande dessinée originale. L'action va donc bien au-delà de la demande de bar mitzvah. Durant le film, on croise autant de juifs que de chrétiens ou de musulmans. Ce long métrage animé casse les codes habituellement en vigueur et oublie la pudeur réticente qui souvent pèse sur les œuvres traitant de la religion. Dans Le Chat du Rabbin, tout le monde en prend pour son grade, notamment à travers le regard cynique du chat. L'animal n'a plus d'illusions, mais comme un Socrate des temps modernes, il tente d'amener chacun à réfléchir en nous mettant face à nos propres contradictions. Cependant, ce film ne nous parle pas que de religion. À travers des personnages comme Vastenov, un russe sanguinaire et impulsif, le réalisateur dénonce les a priori que nous avons tous face à l'autre, à l'étranger, dont nous ne comprenons pas la culture.
D'ailleurs, les symboles comme celui de l'auto-chenille Citroën s'adressent avant tout aux spectateurs français et leur rappellent que la colonisation africaine menée par la France, bien que dépourvue de motifs religieux, n'est pas une glorieuse réussite dans son histoire. Johannes Farr voit cette voiture comme un symbole à la fois de l'orgueil et de la candeur de cette France colonialiste, et pourtant fermée sur elle-même. Pour autant, le but du réalisateur n'est pas de faire culpabiliser le spectateur, mais bien de lui rappeler ironiquement que, s'il s'insurge face aux préjugés des personnages, lui-même en a probablement tout autant. Les références à Tintin au Congo sont là comme un clin d'œil au monde de la bande dessinée, et comme un rappel que l'ignorance est souvent à la base du racisme. S'il a de louables intentions, Johannes Farr n'est pour autant pas un saint. Le personnage de Slavia relève du pur fantasme et symbolise à lui seul la féminité paresseuse. Cette femme vit ses aventures par procuration, à travers son chat, et s'en contente. Alors, ouvrons les yeux. Le monde de l'animation ne se limite certes pas à Disney, et les dessins animés ne sont pas forcément destinés aux enfants. La semaine prochaine, nous nous pencherons sur le cas de 3 vieilles femmes délurées. Hasta la vista! Et merci Isia pour ce cinéversaire, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Mais l'émission n'est pas finie parce que je vais vous demander de vous prêter à un petit jeu. On va tester vos connaissances cinéma et plus particulièrement vos connaissances musicales en termes de cinéma. On va faire quelque chose qu'on apprécie beaucoup avec Clément, un petit blind test. Un petit blind test. Et aujourd'hui, particularité, Clément ne sera pas contre une personne mais contre 3. Oula. Est-ce que ça va être dur? Non, au contraire, c'est un beau challenge. Là, je remets mon titre en jeu, allez, on va voir. Donc, rapidement, j'ai mis une petite musique, alors qui ne colle pas du tout à l'ambiance de suspense. Voilà. Donc, voilà, le but du jeu, c'est de trouver les musiques qui va passer, que j'ai sélectionnées. Il y en aura 10, alors peut-être qu'on en fera un peu moins, je sais pas, ça fera en fonction du temps qui nous reste. Le but du jeu, vous levez la main, je vous interroge, et ensuite, vous me dites le titre. Si c'est bon, vous avez un point, et si c'est pas bon, vous perdez. C'est clair? Ok. Est-ce qu'on est parti pour la première musique? Je regarde mon technicien, il me fait signe que oui, c'est parti. Rabbi Jacob. Ok, alors ça va très vite, j'ai demandé qu'on lève la main, si possible. Donc on va dire que c'était le coup d'essai, celui-là compte pas. Parce que là, elle a levé la main, elle a joué le jeu. J'ai levé la main. Pardon. Elle a joué le jeu. Ok, c'était le coup d'essai, 0-0. Tu m'en joues. Attention, prochaine musique. Très connu. Oui, Manon. Jurassic Park. Oui, Jurassic Park. Bravo. Oui, c'est ton truc. Un point. Ah, c'est quand même super connu. J'ai douté à un moment. J'ai cru que vous alliez pas l'avoir. Prochaine musique. Manon. Brevard. Oui. Bravo. Ouh, Clément a très peur là. Oula, adversaire à ma taille, attention. 2-0 et on passe à la troisième musique. Super connu. L'une des musiques les plus connues de l'histoire du cinéma, quand même. Allez, je donne un indice, c'est un Spielberg. E.T. Oui. John Williams. Bonne réponse de nos invités, ça fait 3-0. Clément est en sueur, je le vois transpirer, il en peut plus. Je l'ai dit en même temps que Sébastien. Oui, mais j'ai regardé d'abord de ce côté, je suis désolé. Bien sûr. Attention, prochaine musique un peu plus compliquée peut-être. Oui, Clément? Non? C'est pas les parapluies de Cherbourg? Pas du tout. C'est un film français. C'est un film qui met à l'honneur un couple. Je peux pas dire en plus là. Oui? Jules et Jim? Non. Je crois qu'ils l'ont pas. On passe. Vous l'avez pas? C'était un homme et une femme. Ah. Qui met en scène un couple, tout Oui, simplement. Tout simplement. On passe à la prochaine musique. Quel est ce film? Le premier qui me dit Is, il a perdu.
un vieux film. Génial, moi j'adorais. Oui. Mary Poppins. Non. J'ai presque envie de dire c'est l'autre. Quelque part. Oui. Le magicien d'Oz. Oui, le magicien d'Oz. Bonne réponse. 4-0, Clément est en train de prendre une tannée. En parlant poliment. Allez, je pars. Prochaine musique. Oui. Dirty Dancing. Quelque chose me dit qu'on sent la fan. Est-ce que ça serait pas le petit péché mignon, le film dont on dit pas au public Rien qu'on que pour la réplique. Mais pourquoi cours-tu après ta vie comme un cheval sauvage? Oui, donc oui. Confirme, elle est C'est pas fan. faux. Elle est fan. C'est pas faux. Musique suivante. Oui. Time. Non. Non. Monsieur Hulot, les vacances de Monsieur Non. Hulot. Mon oncle. Oui. Alors je sais pas si c'est votre oncle, hein, mais c'est la bonne réponse. Combien reste-t-il de musique? Il me semble qu'il doit. Il en reste qu'une. Il en reste qu'une. Tu peux encore remonter. Ouais. Bah là, je vous cache pas que je suis pessimiste pour vous, Clément. Il y a déjà 6-0. Allez, dernière musique de notre blind test. Le flic de Alice. Bonne réponse, il a sauvé l'honneur. Oui. Oh oui, bravo Clément, parce que là, j'y ai plus cru Clément. J'ai dit, bon, il va jamais la trouver. Je crois que on peut quand même tous vous applaudir. C'était une belle partie. Moi, j'ai quand même beaucoup aimé. C'était une très belle partie. Bien joué, mais bravo, 6-1 pour nos invités. Clément est tombé. Pour Manon surtout. Manon, on les avait toutes. Voilà. Donc, Manon, on t'enverra une copie du DVD de Dirty Dancing si tu l'as pas déjà, j'imagine. Elle l'attend avec impatience. Je vais annoncer le fight du dimanche soir, comme on fait chaque semaine, parce qu'on est déjà à la fin de l'émission. Donc, qu'est-ce qu'il y aura à voir? Eh ben, il y aura plusieurs choses. Il y aura The Ghostwriter sur France 2. Et sur Arte, il y aura un long dimanche de fiançailles. Avec Audrey Tautou. De Jean-Pierre Jeunet. Qu'on aime beaucoup. Donc voilà, c'est la fin de notre émission. Je vous remercie d'avoir joué le jeu avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Je vous remercie du coup les organisateurs du festival Plein Bobine de la Bourboule, donc Sébastien pour commencer. Merci à vous. Manon. Merci. Et Anne. Merci. Voilà, beaucoup. on rappelle les dates rapidement, ça se passera du 14 au 20 juin. On sera présent, on couvrira le festival, donc plein la bobine de la Bourboule. Moi j'ai pas grand chose d'autre à dire, peut-être à part deux petits mots que Clément aime bien. Cinéphile est bien. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Charlot, c'était Fares, je défends. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. C'est cela, oui. Vous, au moins, vous risquez pas d'être un légume, puisque même un artichaut du cœur. Pas de bras, pas de chocolat. Cap ou pas cap? Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Ah, ça la poupée, chérie.